Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 114 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Camille Ringot, qui est médecin psychiatre et addictologue, spécialisée dans les troubles des conduites alimentaires. Elle exerce en région parisienne et elle est l'auteure du livre « Jeûne, régime, minceur, la grande manipulation » paru aux éditions Larousse au printemps 2023. Camille est également la créatrice du compte Instagram doc.tca que vous connaissez sans doute, ou en tout cas je l'espère. Sinon, foncez le voir et vous y abonner. Et son compte propose de nombreuses ressources sur le thème des troubles alimentaires. Bonjour Camille. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi pour cet enregistrement. Je suis très touchée déjà que tu aies accepté de venir sur la pleine conscience du pouvoir pour venir contribuer. Et puis en plus que tu m'accueilles, en ce jour du mois d'avril, oui, nous sommes encore en avril, avec un temps très incertain, mais bon, et aussi en compagnie de ton très jeune petit garçon qui va nous accompagner pendant l'enregistrement de cet épisode. Comment vas-tu déjà, Camille ? Eh bien, ça va. Je suis encore en congé maternité. Oui. Et un petit peu fatiguée forcément, mais oui. Sinon, dans l'ensemble, c'est super. C'est vraiment une belle aventure que de devenir maman. Une sacrée aventure. Hein. Une belle et sacrée aventure. Une sacrée aventure. Alors, ce serait un thème d'épisode super intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai en tête je crois qu'une ancienne témoin m'avait proposé un témoignage sur grossesse et troubles des conduites alimentaires. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup à développer sur ce sujet-là. C'est pas le thème que nous avons choisi aujourd'hui, même s'il est très intéressant. Hein. Déjà, j'avais envie de te demander, Camille, qu'est-ce qui t'a encouragé, poussé à ouvrir ton compte Instagram déjà, et puis écrire ce livre sur les idées reçues, sur les TCA? Alors du coup, ça remonte à avant le confinement. Oui. En fait, l'histoire, c'est que au moment du confinement, je me suis rendu compte que y avait énormément de personnes qui avaient des idées reçues et qui appliquaient ou qui avaient des comportements, des actions qui pouvaient les mettre en danger ou en difficulté sur des propos qui étaient véhiculés dans les médias, à la radio, etc. Sur le fait que, par exemple, comme on restait enfermé chez nous, il fallait qu'on mange moins. Comme on restait enfermé chez nous et qu'on bougeait pas, il fallait qu'on bouge plus devant la télé, etc. Moi, je travaillais déjà dans un service d'hospitalisation pour les troubles alimentaires, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à l'époque, en fait, j'ai eu beaucoup de retours de jeunes patients, de jeunes adultes patients, qui me disaient mais en fait, ces messages-là, c'est une catastrophe parce que moi, ça renforce mon trouble. Et puis, on avait aussi des personnes qui appelaient en disant « j'aimerais consulter car je me rends compte que je me restreins, que j'ai une hyperactivité. » Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui sont venues... Donc, plus tard, après le confinement, bien sûr, il y a eu le déconfinement et à partir de là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de personnes en fait, qui avaient décompensé des troubles alimentaires ou des personnes qui avaient développé des désordres alimentaires, si c'est pas la maladie à proprement parler. Et en fait, sur tous ces messages qui portaient à confusion, tous ces propos de patients et de personnes autour de moi qui me disaient mais on s'y retrouve plus en fait, on sait plus ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, on est un peu perdu par rapport à tout ça. Moi, je me suis dit, je vais essayer sur les réseaux sociaux de parler des idées reçues qu'on peut avoir pour aider à démêler du vrai du faux et essayer de donner des ressources aux personnes pour qu'elles puissent mieux se défendre, mieux déconstruire des propos qui seraient faux, qui seraient pas adaptés pour eux. Oui, prendre de la distance, vraiment, c'est ça. Hein. Prendre du recul, forger un peu un esprit critique, en fait, par rapport aux messages qui sont véhiculés autour de nous. Et donc, c'est parti de ça. Et en plus, à côté, j'aimais énormément cuisiner. Donc, je me suis dit, je vais partir
sur des recettes. Oui. Et à partir de recettes, je vais parler alimentation, parler des idées reçues. Donc ça, c'est vraiment le tout début du compte qui s'appelait Nanny's Cook au début. Ça s'appelait pas Doc TCA. Et il y avait plus de recettes finalement que d'idées reçues au début. Voilà, je faisais la santé, mais associée à des recettes. Oui. Et puis en fait, l'idée dès le début du compte Instagram, c'était d'écrire un livre. Donc en fait, l'idée était là dès l'idée le départ. était déjà là dès le départ. Et je me suis dit, comme ça, je vais tester un petit peu auprès du public, voir ce que ça donne de parler des idées reçues. Est-ce que ça intéresse? Est-ce que ça intéresse pas? Est-ce que moi, j'arrive à m'exprimer sur les idées reçues aussi? Et est-ce que ça peut faire l'objet d'un livre? Et donc, voilà, après, j'ai commencé déjà à écrire, en fait, en 2020. Et puis, progressivement, le projet s'est affiné. J'ai rencontré des maisons d'édition. Et puis, à la fin, avec Larousse, du coup, on a réussi à se mettre d'accord sur ce projet-là qui était le projet que je voulais mettre en place. Donc, j'ai été assez libre pour le bouquin. Pas le titre, mais le bouquin. Ah oui, le titre, c'est la maison d'édition qui a choisi. Ouais, et toi, tu n'étais pas d'accord? Tu le trouvais problématique? Alors moi, je voulais quelque chose de plus nuancé, parce que je suis plus nuancée de base. Et alors on m'a dit non, ça va pas se vendre. Eh ben oui, c'est le côté grande manipulation qui te gênait. C'est vrai que c'est accrocheur en fait. On se dit comment on me manipule, mais que se passe-t-il? Et oui, c'est clair. Ouais. Et toi, tu avais un titre déjà prévu? Ouais, j'avais proposé des idées qui pèsent lourd. Ah, c'était joli. Ouais, voilà. C'était parler chouette. des idées reçues, des croyances et de ce qui nous mène à des désordres alimentaires. Mais c'était pas assez percutant. Non. Mais c'était très juste. Effectivement, ça peut peser lourd toutes ces idées reçues, voire dans peser lourd, conduire à développer des troubles des conduites alimentaires. Et avant qu'on arrive à ces idées reçues, puisque j'en ai listé quelques-unes, je vous expliquerai après comment. J'avais bien envie que tu nous redéfinisses, si c'est OK pour toi, les principaux troubles des conduites alimentaires diagnosticables, et puis aussi peut-être ceux qui sont moins connus ou qui sont plus connexes. Voilà, ça te va comme menu? Okay. Ça me va. Okay, alors, par où commencer du coup? Par une définition assez globale. Déjà, les troubles des conduites alimentaires, donc il faut rappeler que ce sont des maladies. Ce sont des maladies psychiatriques qui sont diagnostiquées par des médecins, par des psychiatres, qui sont référencées dans un manuel de diagnostic de maladies psychiatriques. Donc voilà, ça c'est important. Oui, c'est important que tu redéfinisses ça parce qu'on ne va pas émettre ou suggérer un diagnostic comme ça, en fait. Non, il y a des critères particuliers, c'est médical. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer d'une maladie. Il faut vraiment avoir un regard d'un médecin en face. Et rappeler que ce sont des maladies, parce que ça fait partie quand même des idées reçues assez fréquentes, que les troubles alimentaires ne seraient pas des maladies, mais voilà, peut-être une question de volonté, une question de caprice. Il y a plein de choses qui peuvent être dites sur ça. Et du coup, les personnes ne se sentent pas forcément légitimes à les consulter parce qu'elles ne se sentent pas malades. C'est ça. Comme si la santé mentale ne serait pas vraiment une maladie non plus. Voilà, c'est donc les troubles alimentaires encore plus, je dirais, c'est encore plus stigmatisé que la santé mentale. Et du coup, rappeler que ce sont des maladies et que c'est pas quelque chose qu'on a choisi d'avoir. Non, ou qu'on est en train de s'inventer, en fait. Oui, tout à fait. Donc, les troubles alimentaires, c'est ça, et ça se définit par un rapport perturbé à l'alimentation qui va engendrer une souffrance psychique, voire physique, sur une période de plus de 3 mois, et qui va faire qu'effectivement, on va parler de troubles des conduites alimentaires. Donc ça, c'est la grande définition pour englober vraiment tous les troubles. Parmi ces troubles alimentaires, il y a 3 entités principales, on va dire, qui sont assez connues. Il y a l'anorexie mentale, qui se définit du coup par des restrictions alimentaires, une perte de poids en conséquence, des perturbations de l'image corporelle, avec l'impression d'être plus gros que ce qu'on est réellement, et une peur intense de prendre du poids. Donc des personnes qui vont être dans des situations de dénutrition, avec des poids inférieurs à une norme. Donc ça, c'est l'anorexie mentale globalement typique, entre guillemets, parce qu'on verra qu'il y a d'autres choses qui existent. Donc, parmi les 3 entités, l'anorexie mentale, on a ensuite la boulimie nerveuse. La boulimie nerveuse, donc, ça se définit par le biais de crises d'hyperphagie qui vont être répétées, donc des crises de boulimie, on appelle ça aussi comme ça. Donc, c'est des moments de perte de contrôle où on va absorber une quantité très importante d'aliments sur un court laps de temps, qui vont se répéter comme ça. Ça peut être tous les jours, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
Et derrière ces crises, il va y avoir un sentiment de culpabilité fort et la mise en place de techniques qu'on appelle de compensation. Et ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être effectivement les vomissements qu'on a plus en tête quand on parle de boulimie. Souvent, on se dit, boulimie, c'est se faire vomir. Mais ça peut être aussi d'autres choses. C'est pas forcément que se faire vomir. Il y a des personnes qui souffrent de boulimie et qui ne se sont jamais fait vomir. Ça va être toutes les mises en place de conduites de compensation. Donc, ça peut être de l'hyperactivité, ça peut être du jeûne, ça peut être des vomissements, ça peut être des purges, variées. Donc ça, c'est la boulimie nerveuse. Et la troisième entité principale des TCA, c'est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est assez étrange parce que finalement, c'est le trouble alimentaire le plus fréquent qui existe dans le monde et qu'on connaît le moins, finalement, qui est encore plus invisible que les autres, avec l'idée que ce serait vraiment pas une maladie pour le coup. Non. Et donc, pour le définir, l'hyperphagie boulimique, c'est un trouble des conduites alimentaires qui se caractérise par la répétition de crises d'hyperphagie, comme dans la boulimie. Sauf que dans ces troubles-là, on ne va pas avoir de technique de compensation. Et donc, derrière, la personne va prendre du poids progressivement et se retrouver dans des situations de surpoids, voire d'obésité, avec les complications qu'il y a en lien avec l'obésité et en lien avec les crises aussi. Et donc, c'est le trouble alimentaire le plus fréquent. C'est parmi tous les troubles alimentaires, celui qui, au niveau de la proportion homme-femme, va toucher aussi plus d'hommes que les autres troubles alimentaires. C'est pas moitié-moitié, mais presque. Donc c'est bien différent des autres. Et c'est différent parce que l'anorexie mentale et la boulimie, par exemple, c'est quand même plus de femmes que d'hommes. Donc l'hyperphagie boulimique, ça touche quand même énormément de monde et c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins en tête. Oui, et ça a aussi été défini il y a beaucoup moins longtemps. Il y a beaucoup moins longtemps. Oui, c'est rentré dans les classifications il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 10 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que dans le grand public, personne... on ne connaît pas forcément cette maladie. Non. Moi-même, j'en ai entendu parler il y a quelques années, en fait, de l'hyperphagie boulimique. Et effectivement, ça semble... j'allais dire hyper répandu, non. Mais nous, c'est vrai qu'on a ce biais de voir des personnes qui ont des troubles alimentaires. Mais en tout cas, moi, dans les personnes que j'accompagne, je le rencontre quand même souvent. C'est 2 à 4% de la population. Eh oui, mais c'est énorme. C'est 2, je ne savais pas ça. En termes de prévalence. Ici en France ou dans le monde C'est les chiffres dans 2 le monde. à 4%. Donc c'est plus que la boulimie, plus que l'anorexie. Et oui, effectivement. Ouais. Okay. Donc là, on est sur les 3 entités principales. Voilà. Et après, en dehors de ça, en fait, il y a plein d'autres troubles alimentaires. Il y a vraiment... il y a des troubles qui sont classés aussi parmi les maladies qu'on retrouve dans les troubles des conduites alimentaires, comme par exemple le méricisme, le pica, les arfides. Alors, je ne sais pas si ça va parler un petit peu. Alors, du coup, on peut reprendre, par exemple, le méricisme. C'est des personnes qui vont avaler et régurgiter leur bol alimentaire, souvent dans un contexte d'anxiété. Donc à visée plutôt anxiolytique et qui vont soit recracher, soit ravaler derrière. Donc c'est un comportement alimentaire perturbé qui va se répéter bien sûr dans le temps. C'est pas une seule fois, c'est toujours pareil. C'est des symptômes qui se répètent et qui font qu'on peut parler de troubles alimentaires. Le pica, ça se retrouve beaucoup plus chez l'enfant. Donc c'est l'ingestion de choses non comestibles. En fait. C'est ça. Donc ça va être des cailloux, du papier, de la terre. Enfin voilà. Et ça se retrouve chez les enfants de façon assez physiologique quand ils commencent à toucher à tout et à tout mettre à la bouche. Mais finalement, il y a des enfants qui vont poursuivre en fait ces comportements-là et souvent aussi sur des terrains anxieux. Est-ce que, je fais juste une petite parenthèse, mais est-ce que ce terrain anxieux, on ne le retrouve pas chez toutes les personnes qui souffrent de troubles alimentaires ? Peut-être pas, c'est peut-être moi qui fais une généralité. Si, ça fait partie des symptômes. Ça fait partie des symptômes de toute façon, l'anxiété. Après... je dirais plus ou moins. En fonction des pathologies, on est plus sur un versant trouble anxieux dans certaines, et puis on est sur d'autres symptômes plus forts dans d'autres pathologies. Ça dépend. En tout cas, là, c'est vraiment, ça rentre plutôt dans le cadre de l'enfant, de l'anxiété de l'enfant, qui va mettre en place des solutions, en fait, pour lui, anxiolytiques, qui vont être des comportements inadaptés pour leur santé, en tout cas. Et donc, ça, c'est le pica. Et le dernier que j'évoquais tout à l'heure, c'était l'arfide. C'est aussi quelque chose dont on n'entendait pas forcément parler. Non, c'est assez récent aussi. Ça se définit en français par le trouble de l'évitement et de la restriction alimentaire. Je ne sais plus exactement comment ça se dit, mais... Et en gros, ça concerne
donc les enfants, mais on peut le voir aussi à l'âge adulte. Oui. Ça concerne les enfants qui vont être dans le refus alimentaire, dans le dégoût des aliments, et qui vont se restreindre du coup à avoir une alimentation ultra sélective, au point d'arrêter leur croissance, d'être dénutris. Et donc voilà, c'est vraiment très dangereux et du coup il faut que ce soit pris en charge assez vite. Il y a des personnes qui vont grandir avec ce trouble-là et que moi je peux rencontrer. Effectivement, tu disais est-ce que des troubles alimentaires qu'on peut rencontrer aussi dans notre pratique. Moi, ça m'arrive de rencontrer des adultes qui souffrent d'ARFID. Et ça n'a pas été vu en fait. Depuis enfant et qui ont une mono-alimentation pratiquement, ou vraiment avec très peu d'aliments différents. Et souvent, il y a un lien avec des difficultés par rapport à des textures, à des odeurs, à des couleurs, un peu sur des traits, je dirais, autistiques qu'on peut retrouver aussi dans l'anorexie mentale. Mais c'est vrai que là, c'est assez caractéristique. C'est des personnes qui peuvent dire « mais moi, je mange jamais chaud ». Par exemple, parce que ça me gêne de manger chaud, donc j'ai toujours mangé froid. C'est ça. Niveau même sensoriel, niveau sensoriel, au niveau de l'oralité, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est perturbé à ce niveau-là et qui est à prendre en charge. Et pour le coup, la prise en charge n'est pas du tout la même que quelqu'un qui souffrirait d'anorexie mentale. Et non, voilà, et du coup, si c'est confondu, en fait... c'est important de faire la part des choses parce que la personne ne va pas forcément réussir à faire les mêmes exercices, par exemple, qu'on proposera pour une personne qui souffre d'anorexie mentale. Tout à fait. Tu sais, ce qui me venait, là, c'est que ces diagnostics, c'est de la dentelle. Ouais. C'est le mot qui me venait parce que c'est tellement subtil. Je trouve que c'est... D'où l'importance d'avoir des médecins spécialisés, en fait, qui sont, je pense, trop peu nombreux encore aujourd'hui. Oui, clairement trop peu nombreux. Vous n'êtes pas beaucoup. et bon, puis après, il y a des régions aussi où ça manque cruellement. Enfin, bon, ici, on est en région parisienne. Mais même, quand on voit mais bon, c'est pas le sujet, mais n'empêche, je suis vraiment avec cette dentelle. C'est très précis, et puis et en même temps, on peut passer d'un diagnostic à l'autre, en fait. Exact. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, ça peut être tel diagnostic, à un autre moment, on peut finalement transférer vers un autre diagnostic, ça peut se recouper. Et puis des fois, on n'arrive pas bien à définir. Après, à la limite, même si on ne pose pas un diagnostic, ce qui est important de se dire, c'est quels sont les symptômes et du coup, qu'est-ce qu'on doit prendre en charge. Oui. Et ça peut arriver aussi. Donc, il ne faut pas non plus s'attacher au fait d'avoir absolument un diagnostic. Exact. Des fois, c'est pas toujours possible. Oui, tout à fait. Parce que c'est très complexe. Bien sûr. Et ça n'empêche pas d'avancer vers le soin. Ça n'empêche pas d'avoir des soins. Voilà, tout à fait. Oui, complètement. Ok, peut-être que d'autres vont émerger au fil de ces idées reçues que nous allons déboulonner ensemble. Enfin, que toi, surtout, tu vas déboulonner pour nous. Donc, il y a quelques temps, avant qu'on se rencontre avec Camille, j'avais posé la question sur Instagram aux personnes qui me suivent, des idées reçues qu'elle ou il avait pu entendre ou subir, en fait, dans leur chemin de soins ou, entendre, parce qu'on en entend beaucoup, des idées reçues sur les troubles alimentaires. Et donc, je les ai listées ici. Donc, j'en ai pas mal. Ça nous fait du pain sur la planche. Et donc, on va commencer, si ça te va. Alors, je te lis la première idée reçue. Les jeunes filles qui souffrent d'anorexie ne veulent pas devenir des femmes. Ce serait, en somme toute, un refus de la féminité. Oui, c'est vrai qu'on entend souvent c'est ça. Souvent. Bon, je pense que toutes les idées reçues, je vais te dire ça. C'est possible. On entend souvent ça, surtout dans notre milieu, en fait. Oui. Oui, effectivement, c'est une idée reçue fréquente. Et ça peut être le cas, comme ça peut ne pas être le cas. Ça dépend. En fait, c'est tellement varié, les causes et les facteurs d'entretien, par exemple, des troubles des conduites alimentaires, qu'on ne peut pas s'arrêter sur un profil typique qui serait le même pour tout le monde. C'est clair, chaque personne qui souffre d'anorexie mentale souffre d'une anorexie mentale particulière, en fait. Certes, il y a des grandes lignes pour les soins, il y a des grandes lignes pour les prises en charge, etc. Mais en fait, on doit s'adapter à la pathologie de la personne parce que chacun a son histoire, a son trouble, ses symptômes. Et effectivement, il y a des patients, moi, que j'ai eu en suivi ou que j'ai toujours en suivi, qui ont beaucoup de difficultés avec la féminité, avec l'idée d'avoir un corps de femme, de devenir adulte, de devenir responsable. Donc, c'est pas forcément la même chose. Un autre sujet, voilà, c'est pas forcément la féminité, le fait d'avoir des formes féminines. C'est aussi le fait de devenir responsable, de devenir autonome, de quitter les parents, ou encore de commencer un travail actif dans la société, de gagner sa vie, ça peut être vraiment plein de choses, ou de devenir parent. Il peut y avoir vraiment plein de choses là sur cette phrase-là. Donc, il y en a qui ont ces difficultés-là, il y en a
pour qui avoir des formes féminines, c'est très compliqué et le trouble alimentaire vient finalement être une solution à un moment donné parce que ça va arrêter la puberté, donc arrêter les formes, ou engendrer une dénutrition qui va faire qu'on n'a plus de forme. Des fois, ça va survenir sur des terrains de personnes qui ont été agressées, qui vont subir des agressions sexuelles et qui, du coup, pour se défendre, finalement, vont mettre en place inconsciemment, mais un corps qui aurait, selon elles, moins de risques. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas simple de vraiment bien nuancer les propos, mais qui pourrait être vu comme protecteur, j'ai envie de dire, mais finalement qui ne l'est pas. Non. Mais en tout cas, ça peut être vu comme une solution, donc... Voilà, c'est des choses qui peuvent faire partie du trouble alimentaire et comme des fois, on n'a absolument pas cette problématique-là d'avoir des formes, de devenir femme. Des fois, c'est vraiment pas la question, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée de ne jamais généraliser. J'aime bien quand tu rappelles que chaque personne qui souffre d'un trouble, quel qu'il soit d'ailleurs, souffre de son propre trouble qui s'est constitué avec son propre puzzle, en fait, personnel. On a chacun ses facteurs de vulnérabilité. Derrière, il y a eu les facteurs déclenchants qui ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et puis les facteurs qui vont entretenir. Donc souvent, on parle de ces multifacteurs-là. Vraiment, le côté terrain vulnérable, qui va être différent d'une personne à l'autre, les facteurs déclenchants et les facteurs d'entretien. Et donc, c'est à partir de là qu'on va mettre en place la prise en charge la plus adaptée et personnalisée, en fait, possible. Passons à la suivante. Allons-y. Les jeunes filles, on reste sur les jeunes filles, tiens. Les jeunes filles qui souffrent d'anorexie veulent juste attirer l'attention. Là, ça me fait sortir de tes gonds. De mes gonds, carrément. Non, mais ça, c'est pareil. C'est toujours des idées reçues qui sont fréquentes. Des fois, les familles viennent et disent non, mais faites quelque chose. Elle veut parce qu'on que là, s'intéresse à elle. C'est ça, c'est une crise d'ado. C'est juste une crise d'ado. Bon. Heureusement, c'est pas une crise d'ado. Heureusement, malheureusement. En tout cas, c'est un trouble à prendre en charge bien au-delà de tout ça. Peut-être ça vient aussi du fait que, alors là, ce serait plus vraiment une idée reçue, mais ça pourrait venir de parents qui n'en peuvent plus aussi, tu vois, parce que c'est vrai qu'un enfant malade dans la famille, quelle que soit la maladie, prend beaucoup de place en fait, et de préoccupation. Et peut-être, c'est une hypothèse, ça a peut-être pas été formulé comme ça quand la personne me l'a écrit, je pense pas, mais me mettant dans la tête de parents d'un enfant qui est malade, qui n'en peuvent plus, que ça prenne toute la place dans la famille. D'où l'importance, à mon sens, de la thérapie familiale aussi dans le soin, parce que toute la famille est impactée, en fait, par le trouble. C'est peut-être plus facile, finalement, de se dire que c'est une crise d'ado, que c'est un caprice, que c'est quelque chose qui va passer, que non, c'est une maladie. Et c'est vrai que ça impacte énormément l'ensemble de la famille, et régulièrement, tous les parents le disent, on se sent impuissant, complètement impuissant face à l'enfant. Donc ça peut être la jeune fille, le jeune homme qui souffre de troubles alimentaires. Et oui, derrière, la thérapie familiale, c'est une des recommandations de prise en charge. C'est la seule, en fait, recommandation qui existe dans les prises en charge des troubles alimentaires. La seule qui a été validée et qui a montré une efficacité, c'est la thérapie familiale dans l'anorexie mentale et la boulimie nerveuse chez les ados. D'accord. Parce que justement, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important au sein de la famille, au sein du système, de pouvoir soigner l'ensemble finalement du système pour quitter la maladie. Et oui, d'où l'intérêt aussi que des thérapeutes familiales se forment aux troubles alimentaires. Oui, ça c'est hyper important aussi. Oui, parce que... Bon, bref, c'est pas le sujet, mais... Il y a plein de trucs à dire. Oui. Alors, la suivante. On reste sur le thème de l'anorexie. L'anorexie concerne les adolescentes de milieux sociaux favorisés. Ce serait une maladie de riche, l'anorexie ? Ouais, c'est beaucoup ce qu'on dit. Alors, non. Je pense que je vais dire non à chaque question mais presque. Ça concerne vraiment tout le monde. Alors oui, dans les milieux favorisés, effectivement, on retrouve des troubles alimentaires, de l'anorexie mentale, pas mal, de la boulimie nerveuse. Mais en fait, non, ça concerne tous les milieux. Et puis le côté adolescente uniquement, par exemple, ça ne concerne pas que les adolescents, même si c'est... le pic de prévalence principal pour l'anorexie et la boulimie nerveuse, par exemple. L'hyperphagie boulimique, c'est un peu plus tard, le pic. Ça va plutôt être jeune adulte. Mais donc, ça touche de façon plus importante les adolescents, adolescentes, parce que ça touche plus les filles. Mais ça n'empêche que y a des formes qui surviennent bien avant l'adolescence, en prépubère, et il y a des formes qui surviennent bien après l'adolescence. Et en fait, ça concerne vraiment
tout le monde, et même des milieux très précaires en fait. L'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, l'hyperphagie boulimique, ça concerne tout le monde. Et oui, mais ça vient peut-être aussi d'une idée reçue sur la santé mentale, peut-être en général, qu'il faut avoir les moyens de se créer des problèmes. Enfin, je ne sais pas comment le formuler. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai déjà des patients qui m'ont dit ce genre de choses aussi, effectivement. Ouais. Ou des parents même. Alors après, est-ce que dans les milieux plus favorisés, on va dire, est-ce qu'on a accès à plus de choses qui vont remettre en question l'image corporelle, un accès un peu plus important justement à des croyances, à des messages véhiculés, etc., dans des milieux particuliers, qui ne serait pas le cas dans les milieux plus précaires. Mais en même temps, je pense qu'il y a d'autres messages en fait, qui vont aussi être des facteurs de vulnérabilité. Et on en revient au fait que ce soit des maladies et que c'est pas des choses qu'on choisit. Qu'on décide, oui, c'est ça. La santé mentale, ça concerne tout le monde en fait. Ben oui. Alors, ensuite, tous les mannequins souffrent d'anorexie. Peut-être. Là, c'est pas non, mais c'est peut-être. J'espère pas. Non, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Déjà, il n'y a pas que l'anorexie mentale. Si sur des troubles alimentaires, ça peut être aussi d'autres, parce que y a la boulimie aussi qui peut être présente dans ces populations-là. Après, c'est clairement un milieu à risque de développer des troubles alimentaires. Je ne veux pas dire... j'espère que toutes ne souffrent pas de troubles alimentaires, mais c'est très à risque. J'ai eu quelques patients qui étaient dans ce milieu-là aussi, où ils expliquent que le contrôle du corps et du poids est hyper présent, et que des fois, pour pouvoir rentrer dans les tenues de certaines tailles, de certains défilés, surtout pour les défilés en fait, plus que peut-être les mannequins pour les photos, les magazines, etc. C'est peut-être encore différent. Mais sur les défilés, il y a des mannequins qui expliquaient qu'elles mangeaient du papier. Pour se rassasier en fait. Ça pouvait... on parlait de pica tout à l'heure. Bon, c'est pas tout à fait forcément la même chose, mais qui devait se remplir en fait. Alors, ou qui se faisait vomir, ou qui derrière faisait des crises derrière le défilé, parce que en fait, elle s'était tellement restreinte et frustrée avant pour pouvoir rentrer dans la tenue du créateur, du couturier, etc. Que forcément on développe des désordres alimentaires, voire des troubles alimentaires. Donc, c'est un milieu à risque. C'est un milieu clairement à risque, comme tous les milieux, le sport dit esthétique, la danse, le patinage artistique, la natation synchronisée. On est synchronisés là pour le coup. C'est vrai qu'il y a des la GRS, il y a des pratiques comme ça et des milieux qui sont plus à risque que d'autres. On passe à la suivante. Les personnes qui souffrent d'anorexie sont très maigres. Ça, c'est important d'en parler, clairement, parce que y a des personnes qui souffrent, qui ne sont pas dénutries, qui ne sont pas en dessous d'un poids dit normal, et qui ne se sentent pas légitimes, du coup, à aller consulter. Ça arrive souvent. Et ça, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, souvent, ça fait beaucoup parler. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui viennent m'interpeller en commentaire, en me disant « mais merci d'en parler, parce que ça nous soulage ». En fait, l'anorexie mentale, il y a différentes formes. Il y a une forme typique qui est celle qu'on a évoquée au tout début là, et qui, dans les critères diagnostiques, a cette notion de poids inférieur à la normale. Donc effectivement, là, on peut parler d'une maigreur, voire d'une dénutrition extrême. Enfin, ça peut aller très loin. Et il y a d'autres formes dites atypiques qui existent d'anorexie mentale. Par exemple, l'anorexie mentale à poids normal. L'anorexie mentale à poids normal, c'est des personnes qui vont se restreindre, qui vont avoir des préoccupations autour du poids, de leur corps, de leur alimentation, qui vont parfois avoir une perturbation de l'image corporelle, qui vont se voir plus gros que ce qu'ils sont réellement, qui vont avoir peur de grossir, qui vont chercher à perdre du poids, mais malgré tout ça, qui ne vont pas être à un poids en dessous de la norme. Alors des fois, ils sont en dessous de leur poids physiologique. C'est ça qui importe. Enfin, il faut le noter quand même. Souvent, ils sont en dessous de leur poids physiologique parce que on peut physiologiquement avoir un IMC de base à 25. C'est ça. Et c'est comme ça. Et si je me restreins et que je veux absolument rester à 20, par exemple, en fait, je suis restreint et je suis en dessous de mon poids de forme. Donc, j'essaye de lutter finalement contre mon équilibre. Ou alors, ça peut être peut-être le cas de personnes qui étaient en surpoids ou en obésité, et qui sont encore dans des poids au-dessus. C'est ça. Mais qui sont en train de se restreindre et de perdre du poids et rentrent tout à fait dans les critères diagnostiques d'une anorexie mentale atypique. Parce qu'effectivement, le poids, il est... par rapport au poids uniquement. Oui, il n'y a pas ce critère-là, mais... Il n'y a pas ce critère-là, mais on peut quand même poser un diagnostic. Complètement. Et c'est tout aussi grave, en fait. Oui, l'état de dénutrition, il peut aussi, tu me corriges si ce n'est pas le cas, mais il peut aussi intervenir à un poids élevé.
ou On normale. peut être en situation d'obésité et être dénutri C'est et ça. que ce soit extrêmement grave. Exact. Alors, continuons. Guérir de l'anorexie, c'est retrouver un IMC normal. On reste un petit peu dans le même thème. On reste dans le même thème, oui, c'est vrai, on parle de l'IMC, du poids. On dit souvent le poids, c'est vraiment très important dans les troubles alimentaires, que ce soit pour le diagnostic, que pour la prise en charge. Et souvent, les patients me disent, mais de toute façon, vous, en tant que thérapeute, tout ce que vous voulez, c'est qu'on prenne du poids. J'ai souvent cette remarque-là. Oui et non, en fait. Le poids, il est important parce qu'on fait les diagnostics aussi par rapport aux IMC, mais en même temps, comme on vient de le dire, il y a des troubles qui sont atypiques et du coup, on ne rentre pas forcément dans les cases et pourtant, on souffre. Et dans la prise en charge, par exemple, de l'anorexie mentale, puisque là, c'est par rapport à retrouver un IMC normal dans l'anorexie mentale, retrouver son poids de forme dans l'anorexie mentale, c'est pour moi le pilier du soin, c'est la base. C'est vraiment indispensable. C'est indispensable pour aller mieux. Mais par contre, c'est pas la seule chose qui est nécessaire pour guérir. Oui. Clairement, je peux retrouver mon poids de forme et être encore avec des symptômes et être encore extrêmement malade. Oui. Parce qu'on parlait d'anorexie à poids normal, ça peut être là un transfert entre de l'anorexie mentale à un état de dénutrition vers un poids normal, mais en fait, je maintiens les symptômes autres que le poids. Et oui, c'est vraiment pas qu'une histoire de poids, non, en pas fait. Du tout. Hein. C'est pas qu'une histoire de poids, mais en fait, la renutrition, ça permet aussi d'améliorer la perturbation de l'image corporelle. On a une vision de son corps qui s'améliore quand même avec la renutrition. On est plus capable de faire des psychothérapies quand on est renutri que quand on est extrêmement dénutri. Complètement. Les symptômes dépressifs qui sont extrêmement présents et intenses quand on est dénutri, pareil, ils s'améliorent avec la renutrition. Donc, oui, le poids et la diversité alimentaire, retrouver un rythme alimentaire, travailler sur la diversité pour éliminer toutes les frustrations aussi, les restrictions qu'on peut se mettre en place dans ces troubles-là. C'est hyper important, mais c'est pas du tout le seul point à traiter quand on souffre d'anorexie mentale. Et la guérison, c'est vraiment un ensemble de choses qui va faire qu'on retrouve un rapport sain, serein à son corps et à son assiette. Oui. J'entends moi aussi, parfois, même dans les prises en charge, cette focalisation sur le poids, en fait. Il y a des services, il y a des médecins qui restent focalisés sur uniquement le poids. Malheureusement, ça a été, je pense, dans les thérapies anciennes, les troubles alimentaires, on a des contrats de poids. Mais oui, ça existe toujours. Ça existe toujours. Après, il faut que ce soit effectivement en parallèle d'une prise en charge des autres symptômes. Parce que contrat de poids, pourquoi pas dans certaines situations, moi, je ne suis pas là pour critiquer les choses. Il faut personnaliser. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de contrat de poids. Il y a des personnes qui ne vont pas en avoir besoin et qui, au contraire, ce sera néfaste pour elles. Je pense qu'il faut vraiment adapter les choses en fonction du profil de la personne qui souffre. Et voilà, le poids reste un point important, mais pas unique. C'est ça. Encore une fois, la dentelle. C'est ça, la dentelle. Et l'adaptation. Toujours. Oui. Alors, on va élargir, on va sortir un petit peu du trouble qu'est l'anorexie. Alors, une autre idée reçue, les personnes souffrant de TCA ne prennent pas de plaisir à manger. Alors, c'est vrai que c'est une idée qui revient aussi régulièrement, et c'est faux. Moi, je me demande d'où ça sort, ça. Je sais pas. Je me dis, ne prennent pas de plaisir. On se dit, si on a un rapport perturbé à son alimentation, c'est qu'on ne doit pas aimer manger, peut-être, je sais pas. Ouais. Après, souvent, en tout cas, dans l'anorexie mentale, dans la boulimie nerveuse, même dans l'hyperphagie boulimique, peut-être pas pour d'autres troubles comme les ARFI dont on parlait tout à l'heure, où peut-être il peut y avoir un dégoût alimentaire. Donc le plaisir alimentaire est peut-être plus compliqué. Peut-être plus compliqué à mettre en place. Mais dans les trois entités principales, là, souvent les patients disent, mais en fait, j'adore manger. J'aime manger, ça me plaît de manger. Mais en fait, c'est pas la question du plaisir, c'est la question de justement les interdictions liées à la maladie, ça, la culpabilité qu'on peut avoir. Et oui, c'est le plaisir coupable en fait. Ça peut même être vu comme d'avoir trop de plaisir, d'être trop gourmand, de trop aimer manger. Oui, puis de finir par se dire qu'en fait, on n'a pas le droit de se faire plaisir en mangeant. Comme si c'était pas normal, finalement, d'avoir du plaisir à manger. Donc, quand on souffre comme ça de ces maladies-là, on peut se dire non, mais je suis pas censée me faire plaisir, donc je me coupe de ça et je m'interdis. Je m'interdis plein de choses. C'est ça. Alors, on passe à une autre fameuse, qui est, il faut avoir un déclic pour guérir. Tu sais, le fameux déclic. Le fameux déclic qu'on attend. Qu'on attend.
qu'on attend d'année en année, en se disant quand ça viendra, ce sera le bon moment. Alors, j'en ai jamais vraiment vu des déclics chez les patients. Des fois, il y a des moments clés, des tournants, des prises de conscience qui font que, effectivement, les choses changent. Mais pour moi, c'est vraiment nécessaire que la personne prenne la décision, sans attendre un déclic, prenne la décision de se prendre en charge et de se donner les moyens finalement pour lutter contre cette maladie. Ouais. Ce qui n'est pas simple, hein. Tu vois, moi je vois vraiment comme plusieurs phases chez les jeunes filles, surtout, les adolescentes que je reçois et que les parents traînent un peu, tu vois, les amènent comme ça dans le cabinet. Elles ne sont pas forcément encore en demande de soins, en fait. Donc, je ne sais pas si ce serait ça le déclic, en fait. C'est ce moment de passer du déni à la demande de soins. En tout cas, c'est un tournant. C'est un tournant dans la prise en charge qui est nécessaire pour quitter les troubles. Pour vraiment guérir de ces troubles-là, il faut que la personne, elle s'engage, elle s'investisse dans les soins. C'est ça. Alors, une autre idée, où tu vas me dire, je pense non, mais allons-y quand même. Les TCA concernent les personnes en sous-poids ou les personnes en surpoids. Donc encore cette question du poids. Encore cette question du poids. Eh ben non. Non, ça concerne vraiment tout le monde, tous les types de poids, tous les IMC. Ça fait partie des critères diagnostiques, c'est sûr. Ça fait partie, en fonction de l'IMC de la personne. Effectivement, on ne va pas parler des mêmes diagnostics. Mais ça ne change rien au final. On parle de troubles alimentaires et de souffrance et de nécessité de soins. Quoi. Oui, parce qu'il y avait une autre idée reçue là, que je ne pensais pas dire, mais qui était le poids détermine la pathologie. Mais ça non plus, en fait. Oui et non. C'est vrai que dans les critères, dans les classifications, il y a une question de poids. Mais en même temps, il y a des formes atypiques, les choses se recoupent, les diagnostics se recoupent aussi. Et des fois, en fait, on ne peut pas trop dire, ou alors on est entre deux, ou alors... Ça définit pas tout, clairement. C'est ça. Oui, il y a le poids, mais il n'y a pas que ça. Et des fois, en fait... le poids ne rentre pas dans le critère diagnostique qui est inscrit dans le manuel et ne rentre pas dans les cases, en fait. Mais en fait, c'est atypique, c'est tout. Mais ce poids, ce fameux poids, je dis ce fameux poids parce qu'on est dans une société qui focalise tellement sur cette question du poids, en fait, que même là, ça vient se nicher. Oui, c'est vraiment la question de se dire... Enfin, il faut se dire, c'est les symptômes. C'est les symptômes qui sont importants à prendre en charge et c'est les symptômes qui sont importants pour poser le diagnostic. Donc, et le poids, ensuite, c'est secondaire dans le diagnostic aussi. Ça peut nous aider à poser un diagnostic, mais ça ne va pas du tout être l'unique condition. Non. Alors, l'hyperphagie, c'est un manque de volonté, de la gourmandise, une simple envie de manger. C'est effectivement aussi très, très fréquent d'entendre ça. Et du fait que l'hyperphagie boulimique, du coup, ne serait pas une maladie. C'est ça. Une question de volonté, encore une fois, c'est une maladie qu'on ne choisit pas, qui est multifactorielle. Rien à voir avec la volonté, en fait. La seule chose que je pourrais mettre un petit peu en lien avec la volonté, c'est la volonté de mettre en place des soins. Et ça, c'est important. En fait, quand j'en parle souvent à mes patients, de leur dire, en fait, il faut que vous soyez volontaire pour mettre en place les soins. Volontaire pour me faire confiance et qu'on aille ensemble déconstruire les croyances de la maladie, déconstruire cette maladie et la quitter. La volonté, elle joue là-dedans. Effectivement, si je veux pas me soigner... soit c'est que je suis complètement dans le déni et que ça, il faut que ça se travaille pour qu'on puisse arriver à des soins. Ou alors, c'est vrai que c'est compliqué, on ne peut pas soigner la personne sans sa volonté non plus. Mais non. CF, ce qu'on disait juste avant, quand on parlait du fameux déclic, c'est ça. Ces jeunes filles. Donc la volonté, elle intervient là-dedans, dans le fait d'être volontaire dans la mise en place des soins, mais en aucun cas dans le fait de manger au-delà de ses sensations de faim ou de satiété, de faire des crises d'hyperphagie, de grignoter, enfin voilà, ça c'est pas la volonté et c'est pas la gourmandise non plus. Enfin, la gourmandise de toute façon c'est pas une pathologie. Non, c'est plutôt un signe de bonne santé. Oui, c'est ça. C'est pas un vilain défaut. C'est pas un vilain défaut. Mais oui, mais je l'entends tellement souvent ça. Oui, mais moi je suis trop gourmande. J'aime trop manger. Enfin, on en parlait déjà tout à l'heure. Il faudrait que j'arrête de manger en fait. C'est ça la solution finalement. Hyperphagie boulimique. Oui, c'est ça. Si on s'interdit de manger, ça ira. J'avais entendu une personne me dire ça comme ça, c'était oui, mais si on contrôle pas son alimentation, on fait forcément n'importe quoi. Je l'avais aussi celle-là. J'ai une personne qui m'avait interrogée comme ça sur ça.
On est obligé quand même de contrôler un peu son alimentation parce que sinon on fait n'importe quoi, c'est sûr. Enfin, on va faire des crises. Mais en fait, non. C'est l'inverse. C'est que plus je vais contrôler mon alimentation, l'intellectualiser, vouloir absolument la faire rentrer dans des cases, m'interdire de manger certaines choses, et plus je risque d'avoir des pertes de contrôle alimentaire. Ouais, c'est vraiment difficile à comprendre. On est vraiment à l'opposé de la croyance qu'on peut avoir. Plus je vais contrôler et plus je vais perdre le contrôle. Ouais, et plus je vais me frustrer et plus, pareil, je vais décompenser derrière parce que le corps ne supporte pas d'être frustré ou d'être carencé ou de ne pas avoir ce dont il a besoin. Et il y a vraiment cette impossibilité d'imaginer qu'on puisse faire confiance en fait à notre corps et à ses possibilités d'autorégulation en fait. C'est facile, enfin je sais pas comment le dire. Souvent on me dit elle est simple la solution en fait, ce que tu dis c'est simple. Et oui, ça tombe sous le sens. C'est pas très recherché quoi. Oui non, c'est pas très recherché, c'est physiologique. C'est ça, c'est tellement simple mais ça c'est tellement complexifié. Et c'est tellement pas simple finalement de retrouver ce comportement-là spontané par rapport à l'alimentation parce que la société, en partie, mais fait qu'aujourd'hui on intellectualise énormément notre alimentation, notre poids. Alors que avant on le faisait pas. Et aujourd'hui, ça on se dit c'est sain, c'est pas sain, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est trop, ça c'est pas assez, ça c'est. Et du coup, on finit par plus du tout écouter son corps, du coup pas lui faire confiance du tout. Et puis on sait plus ce que c'est que d'écouter son corps. Mais non. Et donc on peut dire simplement il faut reconnecter. Il faut réécouter, mais en fait, ça se réapprend. Et pour le coup, c'est pas simple. Souvent, j'oriente les patients vers des diététiciens pour réapprendre aussi ce que c'est que les sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Le fait d'être rassasié par la quantité, mais aussi par le fait qu'on mange quelque chose qui nous a fait plaisir et le besoin qu'on a eu de manger tel aliment. Si j'ai envie de chocolat et que je mange une salade, je vais pas être rassasiée, en fait. Et je vais me sentir mal. En tout cas, il va y avoir un déséquilibre qui va se mettre en place. Et à force de mettre en place ces déséquilibres-là et de ne pas écouter le corps, c'est vrai que on finit par avoir des comportements pas contrôlés, désorganisés. C'est ça. Enfin, en tout cas, par faire n'importe quoi. J'ai envie de reprendre la phrase qu'on m'avait dite, par faire n'importe quoi, en pensant faire quelque chose de bien. Et oui. Et est-ce que tu remarques ça aussi que, alors même s'il y a toujours beaucoup de discours autour de la minceur, de la question du poids, etc., mais qu'il y a de plus en plus une émergence de la santé, en fait, du manger sain, de faire pour sa santé. Tu sais, souvent on entend « Ah non, mais moi, c'est pas pour perdre du poids, mais c'est pour ma santé. » Oui, c'est vrai qu'on entend plus ces messages-là, bien manger pour sa santé. Et en fait, après, c'est le même principe dans le sens où c'est important de bien manger pour sa santé, mais il faut pas tout rigidifier, en fait. Faut pas commencer à avoir des conduites extrêmes par rapport à son alimentation pour rentrer dans des cases de bonne santé, etc. Parce que effectivement, là, c'est le même principe que quand je vais me restreindre pour perdre du poids. Oui, finalement. c'est ça. Ça part pas du même endroit, mais ça peut revenir revenir au même. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les conduites d'orthorexie, en fait. Oui, tout à fait. Dans les conduites d'orthorexie, on a des personnes qui sont préoccupées par une alimentation saine, entre guillemets, qui sont contre les aliments ultra transformés, qui font très attention du coup à ce qu'il y a dans l'assiette, sans préoccupation pondérale. Il n'y a pas de recherche de perte de poids dans l'orthorexie. C'est, je tiens à préciser, pas classé dans les troubles des conduites alimentaires pour le moment. Ah oui, mais ça se je discute. Croyais, d'accord. Non, ça se discute. Ça se rattache plus aux troubles obsessionnels compulsifs avec des obsessions autour de l'alimentation saine et des compulsions dans le sens où je vais mettre en place des actions pour manger le plus sainement possible. Ces conduites d'orthorexie, finalement, c'est un peu le même principe que de faire attention pour sa santé de façon un peu extrême. C'est un peu... finalement le pendant extrême de je mange bien pour être en bonne santé. Si je le fais de façon trop extrême, sans nuance, sans penser à mon plaisir, sans justement être connecté à mes sensations, en fait, je finis par faire la même chose que si je mettais en place un régime alimentaire particulier pour perdre du poids. Oui, c'est une autre forme, une restriction qui part d'un autre endroit, comme je le disais. Et comme nous l'avons évoqué d'ailleurs avec Emeline dans l'épisode juste avant celui-ci, qui témoignait autour de l'orthorexie. Donc, si vous n'avez pas encore écouté le témoignage d'Emeline dans l'épisode de 113, n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors, j'en ai une petite dernière, si ça te va. Jeûner, ça ne peut pas faire de mal, au contraire. Ça te fait sourire. Ça me fait au sourire. Contraire. Par exemple, tu vois, moi je l'ai entendu encore il n'y a pas si longtemps, pour le repos digestif. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? On a besoin de ce repos digestif et jeûner, c'est forcément bien ? Alors,
je dirais attention. Oui. En fait, si on écoute son corps, il y a peut-être des moments où Mmh. on ressent le besoin de Oui. ne pas manger. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait la nuit, Oui. déjà, Mmh. de façon complètement physiologique. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Mmh. On va parler hors trouble des conduites Oui, alimentaires. tout à fait. Oui. Imaginons, je fais un gros repas la veille parce que c'est la fête, parce que c'est Oui. convivial, parce que c'est tout, Oui. c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'est complètement normal. Et effectivement, je sens que j'ai pas encore bien digéré le matin au réveil et j'ai pas faim. Quand on n'a pas faim, je pense que c'est important de pas manger oui. quand on n'a C'est pas ça, faim. de pas se mettre des injonctions De aussi pas dans se l'autre forcer sens. à manger si j'ai pas faim et de manger quand j'ai faim. Quand on a, encore une fois, une alimentation régulée, C'est ça. hors trouble alimentaire. Après, quand Oui. on souffre de troubles alimentaires, c'est encore une autre question parce que, effectivement, des fois, c'est préconisé dans la prise en charge qu'effectivement, il n'y ait pas de saut de repas, qu'on n'écoute pas ces sensations non parce plus. qu'elles Parce sont qu'en fait, plus fiables. elles sont plus fiables, Oui. c'est biaisé par la maladie et donc on ressent plus correctement la faim et la satiété, donc on ne peut pas y répondre. Donc voilà, ça c'est encore un autre contexte. Oui. Après, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre en avant les bénéfices du jeûne. On parle beaucoup du jeûne intermittent, c'est très à la mode. On sait que dans certaines études, on retrouve des bénéfices chez l'homme, mais surtout en fait chez le rat. Principalement. Et on sait aussi que y a des études qui viennent dire l'inverse de ces études-là, qu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a du pour, il y a du contre, c'est pas forcément très clair. Il y a même potentiellement une étude qui va sortir prochainement dans le domaine de la cardiologie qui montrerait que le fait de jeûner augmenterait les facteurs de risque cardiovasculaire. Enfin voilà, il faut rester prudent par rapport à ce qu'on entend. Il y a peut-être des bénéfices au jeûne. Il y a aussi sûrement des désavantages au fait de jeûner. Moi, ce que j'ai envie de dire et qui me paraît important, c'est que, attention, le fait de jeûner, c'est encore une fois le fait de contrôler son alimentation sans écouter son corps. Et que du coup, c'est un risque de développer des désordres alimentaires, voire des troubles des conduites alimentaires. C'est ça, prudence en fait. Prudence avec toutes ces méthodes-là, prudence avec tout ce qu'on appelle méthode miracle, tous les trucs un peu tendance à la mode. Il faut vraiment... c'est le but de mon compte Instagram et de mon livre. Faites attention aux messages qui sont véhiculés autour de vous, prenez du recul, essayez d'aller chercher les informations par vous-même pour avoir un avis plus éclairé sur la question et pas se faire embarquer dans des choses qui vont être dangereuses, qui vont être néfastes pour moi. Oui, tout à fait. Mais je trouve que ce serait une belle conclusion, mais malgré tout, avant qu'on ne se quitte, est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu souhaiterais partager, que ce soit autour d'une idée reçue ou plus globalement, un message que tu aurais envie de faire passer ? Un message qui est important pour moi de faire passer, c'est que tout le monde est légitime à consulter. Tout le monde est légitime à voir psychologue, psychiatre, diététicien. Qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'impression d'être extrêmement malade pour aller consulter. Souvent, on attend trop. Et que, en fait, la souffrance, elle est là à tous les stades. Et que plus on prend en charge les choses rapidement à partir du début des symptômes, et plus ce sera favorable pour la suite. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment aller consulter le plus rapidement possible. Il n'y a pas de critères particuliers pour se dire « j'ai le droit d'aller consulter ». Tout le monde a le droit d'aller consulter. Ça devrait être presque systématique pour tout le monde, même sans parler des troubles alimentaires. On devrait tous avoir psychologue ou psychiatre dans sa vie en suivi comme un médecin généraliste. La santé mentale, c'est pareil que la santé tout court. On a tous besoin d'avoir des soins en santé mentale. Et oui, et c'est vrai que ce serait chouette d'avoir des bilans en fait d'avoir de des santé. psychiatres généralistes. Peut-être, quelque chose comme ça, d'avoir un psychiatre généraliste référent qu'on peut consulter parce que on a tous besoin. On a tous besoin. Moi, en tant que psychiatre, je vois régulièrement des psychos, voire des psychiatres, parce que c'est normal en fait. C'est normal de prendre soin de sa santé mentale comme on prend soin de sa santé physique. Mais oui, ça devrait être ajouté dans les recommandations de santé. En fait, je pensais au PNNS, mais pas forcément, parce que là, c'est pas forcément en lien avec la nutrition, mais voilà, dans un plan de prévention autour de la santé mentale, en fait. Et puis, dès le plus jeune âge. Oui, dès le plus jeune âge. Et de ne pas se décourager. Alors, c'est vrai que souvent, on me fait cette remarque que, tu dis, il faut aller consulter, il ne faut pas hésiter, machin, mais en fait, il n'y a personne, on peut consulter personne, ça coûte trop cher, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a pas... voilà, je ne peux pas me payer un psychiatre ou un psycho en libéral. Donc, effectivement, il y a cette question-là aussi à prendre en compte et on manque
de personnes qui travaillent en santé mentale. On manque de personnes aussi très spécialisées dans les troubles des conduites alimentaires, ça c'est clair, vraiment c'est clair. Après, il ne faut pas se décourager, il faut continuer à chercher, voir les soins qui sont possibles de mettre en place. C'est hyper important et si vous cherchez des soins spécifiques, troubles alimentaires pris en charge complètement par la sécurité sociale, vous avez un annuaire sur le site de la FAB, la FFAB, Fédération Française d'Anorexie Boulimie, qui recense toutes les structures hospitalières publiques qui permettent d'être pris en charge de services spécialisés. Et vous pouvez rentrer vos critères, aussi bien de région, de pathologie, d'âge, pour avoir les services les plus proches de chez vous. Oui. Bien sûr, nous mettrons le lien dans la description de l'épisode et dans l'article de blog, de l'annuaire même, le lien direct, ou en tout cas du site de la FFAB. Il y a des délais d'attente, souvent. Oui, ça, je ne vais pas le cacher. Mais je pense que malgré les délais d'attente, ça vaut le coup de prendre contact et puis de continuer à chercher aussi autour pour avoir un suivi. Et ça n'empêche que ça ne retire pas le propos qu'on disait juste avant, qui est nous avons besoin de suivi en santé mentale, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. Et aussi, du coup, peut-être de vocation, alors. Et de vocation, oui, tout à fait. On a besoin aussi de personnes qui ont envie de faire ça de leur vie. Complètement. Je te remercie beaucoup, Camille, pour ton accueil, pour ta participation au podcast et puis pour déjà toutes ces idées reçues que nous avons évoquées ensemble. Je vais te souhaiter une bonne continuation de congé maternité. Il y a encore un petit peu de temps pour toi, là ? Encore un petit peu. Bon, super, de bien profiter de ton petit. Et peut-être à une prochaine fois, va savoir. Oui, peut-être. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le soutenir par toutes les formes possibles et imaginables que vous puissiez trouver, en le partageant, en laissant des commentaires, des avis et pourquoi pas en soutenant financièrement grâce à notre page Tipeee qui nous permet finalement de moins en être de notre poche pour l'hébergement du podcast et puis le renouvellement du matériel. À très bientôt, passez une bonne fin de journée.